Salut Marie-Caroline. Salut C'est sympa de se retrouver là pour la fête des voisins. Ouais, je trouve que c'est sympa. Bon, je te propose qu'on s'asseye sur ce petit banc. Oh, là. il est beau. Il est bien agréable. Ah, ça fait du bien après une longue journée. Ça a du succès cette année, la fête des voisins. Ouais, dis donc, ils sont super nombreux cette année. Hein. Ouais, tu sais pourquoi, toi? Bah écoute, je crois que Elodie, la fille de ma voisine de palier, là, elle a invité des amis qui font le même boulot qu'elle. Ah bon? Mais quel boulot? Tiens, tu vas m'expliquer. Moi, en tout cas, je les trouve très beaux. Ouais, ils sont beaux. Hein. Oh là là. Ils sont magnifiques. Bah écoute, c'est un métier un peu bizarre. D'ailleurs, ça pourrait intéresser ton fils, toi qui t'inquiètes pour l'avenir de ton fils. C'est un métier qui s'appelle fundraiser. Fundraiser, ouais, c'est ça. C'est bizarre. Hein. Franchement, mais ils sont pas encore bien installés. Ils sont là. un peu turbulents, on va je les trouve. laisser s'installer, nos petits fundraisers. Ah, bienvenue à la fête des voisins. Installez-vous confortablement. T'as vu, voilà. ils ont emporté leurs bouteilles. Hein. On a un petit temps à passer ensemble. Ça va être bien. Voilà, installez-vous. Allez. Ah, ils sont pas très ponctuels, hein, quand même, hein, ces fundraisers. Moi, je suis assez d'accord. Hein. Bon, en tout cas, Elodie, quand elle parle de son métier, elle en parle avec passion. Elle adore ça. Elle adore son métier. C'est une fille formidable. Alors, par contre, c'est vrai que c'est un métier passionnant, mais parfois, elle a l'air un peu fatiguée. Ah bon? Ça n'a pas l'air toujours facile. Hein. C'est un métier difficile, mais bon, voilà. Tu me le proposes pour mon fils? Je te le propose pour ton fils parce que c'est un métier. Tu verras, ces gens, ils s'habillent bizarrement le soir. Ah bon? Ouais, ils ont un côté un peu héroïque comme ça. Alors ils se transforment. Et ils se transforment pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont des super pouvoirs. Ils sont extrêmement polyvalents. C'est des gens très humbles, tenaces. Hein. Ils ne lâchent pas le morceau. Tenaces, très tenaces. Ils ont un relationnel très développé. Ils ont un sens de l'empathie, une culture générale incroyable. C'est des gens très éthiques, très droits. Une vision stratégique globale. Ils savent transformer les organisations et surtout embarquer les donateurs pour qu'ils fassent des dons. C'est un talent dingue, ça. C'est dingue, ça. Ouais. Bon, écoute, moi, je suis un peu sceptique quand même sur ce que tu me dis là, parce que franchement, il y en a des pouvoirs. Je te propose un truc, parce que tu dis qu'Élodie est formidable avec son métier, mais est-ce qu'eux, ils sont formidables? Est-ce que vous êtes formidable? Est-ce que vous êtes fiers de votre métier? Oui. Bon, bah écoute, hein, on va voir. Moi, je vous propose un petit jeu à cette fête de voisins. Vous allez regarder votre voisin et dire une anecdote, une expérience dont vous êtes fier en tant que fundraiser. Alors, si tout le monde parle en même temps, on ne va pas s'en sortir. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de vous passer le micro au volontaire qui a envie de parler à son voisin, de droite, de gauche, de son expérience, dont il est fier. Alors, vous pouvez déjà commencer à parler à votre voisin de ce dont vous êtes fier. Qu'est-ce qui vous rend fier d'être fundraiser? Ah, Sylvie, là-bas. Sylvie. Sylvie? En rouge. En rouge? Oui. Alors, Sylvie. Alors, Sylvie, Alors, on va écouter Sylvie. De quoi est-elle fière? Ils sont turbulents, les fundraisers. Hein. Moi, je voudrais raconter une anecdote de fundraiser que j'ai fait complètement à mon insu il y a quelques années, avant même que je sache que ce métier, ces pratiques existent. À cette époque-là, je faisais un peu de théâtre amateur et j'avais eu l'occasion de travailler avec un groupe de professionnels qui eux-mêmes montaient un spectacle. Et j'aimais bien, donc un spectacle professionnel pour le coup, et j'aime bien toujours leur approche du théâtre et puis ce qu'ils font et ce qu'ils disent sur scène. Et j'avais donc invité un ami à moi à se joindre à cette soirée. Cet ami, lui, est pas du tout dans le milieu ni fundraiser, ni artistique d'ailleurs. Et à la sortie
de spectacle. Il me dit, tu sais, j'ai vraiment aimé ce spectacle. Ces gens, c'est vraiment super ce qu'ils font. Tu crois que je pourrais les aider? Et je lui dis, oui, certainement, mais comment? Enfin, bon. Et j'ai organisé mon premier dîner entre un fundraiser potentiel et une compagnie de théâtre. Et au final, donc c'était il y a une dizaine d'années, au final, donc, cette personne a donné 5 000 € à la compagnie. Ces 5 000 € ont permis à la compagnie de rejouer le spectacle, et c'est-à-dire de louer un nouvel. Ça. Et cette compagnie, c'est aujourd'hui, je ne sais pas si vous les connaissez, les Chiens de Navarre. Les Chiens de Navarre sont connus dans le monde entier, etc. Voilà. Merci Sylvie. Un vrai passeur de générosité. Une passeuse de générosité. Un autre témoignage? Alors. Ils ne sont pas tous formidables, il n'y a que Sylvie. Non, il n'y a que Sylvie qui est formidable. Élise, elle est où? Elle est là-bas. Alors Élise, il faut savoir que les fundraisers ne mordent pas, normalement. En fait, il y a beaucoup de choses, mais comme ça, je dirais. Donc moi, je fais du fundraising dans un hôpital, et c'est vrai qu'une des choses qui est dont on est particulièrement fier en faisant du fundraising, c'est que du coup, on a un rôle vraiment pédagogue sous plein d'aspects, que ce soit auprès des donateurs, dans le sens où on leur fait découvrir comment fonctionne vraiment un hôpital et comment fonctionne la recherche. On est pédagogue aussi auprès des chercheurs pour leur expliquer comment fonctionne un donateur et tout ce que ça suppose pour aller chercher de l'argent. On a un gros rôle de pédagogie auprès d'un nombre d'acteurs vraiment divers. Je ne sais pas si je me suis bien expliquée, mais je suis très bien fatiguée en cette fin de journée. Tu es pleine de pouvoir, de pédagogie et d'entraînement. Et ce n'est pas du tout préparé, mais il y a Laurence qui voulait s'exprimer ici. On ne voulait pas trop faire un flop, alors on met des filets quand même. Alors, même chose, la réponse est difficile parce qu'il y a vraiment énormément de choses dont je suis fière, dont nous sommes fiers. Je crois que déjà, il y a le fait d'être fundraiser parce que d'appartenir à une grande famille de fundraisers. À Bordeaux, on est un bon groupe. J'ai plusieurs représentantes à côté de moi. Et on fait plein de choses ensemble et de faire avancer toujours les choses. Se dire qu'on fait partie d'un grand mouvement. C'est peut-être des petits pas de fourmis. Mais à chaque fois, on fait avancer. Et un exemple, du coup, ce serait difficile d'en choisir un parce qu'il y a tellement d'actions depuis 15 ans maintenant que j'ai pu faire en fundraising. C'est un événement tout récent. On a nous aussi, donc, au CHU de Bordeaux, des actions assez jolies, dont une qui est une cave à vin au service des soins palliatifs. Et dernièrement, le directeur de la recherche nous en a parlé. Et il s'avère qu'à la Fondation Bordeaux Université, parmi nos fondateurs, nous avons les premiers grands crus de Bordeaux. Donc, nous leur avons parlé de ce projet et immédiatement, ils ont dit oui et ils ont rempli cette cave à vin pour offrir un moment de plaisir, un moment de partage à ces patients du CHU. Donc ça, c'est un petit quelque chose, mais dont on est très fiers. Voilà. Merci d'avoir partagé ça. Merci. Ouais, ils sont plutôt fiers. Ils sont fiers. Je pense que... ils ont du talent, oui, ça se voit. Tu sais que la fameuse Élodie... elle nous a présenté 6 fundraisers qui sont aussi ils sont super formidables. Et ils sont vraiment dans le partage. Ils aiment partager. Oui, ils veulent sauver le monde, d'après ce que j'ai compris. Ils ont des super pouvoirs pour sauver le monde. Et le premier? Le premier, c'est Rodolphe. Alors, moi, c'est bizarre parce que je trouve que Rodolphe, il est curieux. Parce qu'on m'a dit qu'il n'était pas convenable, qu'il était tristounet, complètement banal. Et alors, le pire, c'est qu'il n'a jamais de liquide sur lui, jamais d'argent sur lui. Il n'aime pas ça, il a horreur de ça. Le problème, c'est que quand même, c'est un fundraiser. D'après ce que j'ai compris, un fundraiser va chercher des sous. Alors, comment il fait? Dis-moi, Yael. Alors, généralement, il démarre de rien. Il adore développer des nouvelles structures, des nouvelles choses. Et puis, il a beaucoup de pouvoir. Un pouvoir, parce qu'il est ambitieux, c'est un vrai développeur. Il a développé la fondation de l'Université de Bordeaux. Et maintenant, il développe, et il est directeur de la fondation de la PHP pour la recherche.
Et il est là. Oh, il est là. Il est là. Ah, il est là. Il y a un peu moins d'un mois, le 16 février dernier, j'arrivais au bureau, matin, comme tous les matins, à midi moins le quart, et j'avais sur mon téléphone 2 informations. La première, c'était que le cours du Bitcoin venait de repasser la barre des 10 000 $. Les investisseurs étaient contents. Après une chute vertigineuse à peu près 6 000 $ le Bitcoin le 6 février, on repassait enfin la barre des 10 000 $. Tout le monde espérait atteindre à nouveau 19 000 $ comme en décembre précédent. La deuxième information, c'est qu'on était au lendemain de la nuit de la solidarité et que cette nuit-là, on a dénombré 2752 personnes qui dorment dans les rues à Paris. C'est le SAMU social de Paris qui a organisé cette nuit-là, grâce au soutien évidemment de tous ses salariés et de 1500 bénévoles qui, de manière assez inédite, se sont mobilisés. Alors, en voyant ces 2 informations, j'ai souri. Mais j'ai souri d'un vrai sourire. Et j'étais content pour le SAMU social de Paris que le Bitcoin repasse la barre des 10 000 $. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, le SAMU social de Paris a fait un appel à dons en Bitcoin. Le SAMU social, entre le 15 janvier et le 15 février, a décidé de solliciter les propriétaires de Bitcoin pour un don. Alors, vous allez me dire, ça marche comment? C'est hyper simple. Vous allez sur une plateforme qui gère les comptes de Bitcoin, vous créez votre compte, et puis vous envoyez un mail à toute la communauté francophone du Bitcoin, et puis vous espérez des réponses. Et puis des réponses sont venues. Alors une réponse en Bitcoin, ça fait 001100100111110, non, 0011, j'avais oublié l'accent, 0010. En gros, ta campagne, elle est super, tiens, v'là des Bitcoins, signé Robert. Parfait, à peu près 15 000 €. 15 000 € en un mois. Et justement, le SAMU social de Paris a décidé de prolonger cet appel à dons. Alors, le SAMU social de Paris n'est pas le premier à faire un appel à dons en Bitcoin. C'est une affaire qui remonte à Wikileaks. Wikileaks est créé par Julian Assange en 2006. Puis en 2010, le gouvernement américain décide de couper tous les moyens de paiement, PayPal, Visa, Mastercard, etc., à Wikileaks, pour les raisons que vous connaissez. Alors le seul refuge possible pour Assange et sa bande, c'était d'aller investir dans le Bitcoin. Et effectivement, c'est un investissement qui a marché puisque c'est 50 000 % de retour sur investissement entre 2010 et 2017. Alors ça, c'était 2010. Et puis, depuis, les grandes écuries nord-américaines uniquement de la collecte de fonds se sont lancées. Il a fallu attendre 2014 et probablement un peu d'éclaircissement juridique autour du Bitcoin et de la fiscalité liée au Bitcoin pour que les premiers, à savoir la Wikimedia Foundation, enfin ceux qui font Wikipédia, en juillet 2014, se lancent à faire également un appel à dons. Et puis la branche américaine de Greenpeace, et puis la branche américaine de la Croix-Rouge. Et comme vous le voyez sur cette diapo, la première monnaie dans laquelle vous pouvez faire un don quand vous êtes sur le formulaire de don, c'est le Bitcoin. Alors, si le SAMU social de Paris n'est pas le premier à le faire, pourquoi est-ce que je vous en parle? Je vous en parle pour 3 raisons qui sont pour moi 3 belles leçons de fundraising. D'abord, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça ne marche pas, quoi. Enfin, dire, ça ne colle pas. SAMU social de Paris, Bitcoin. Moi, quand j'ai lu la phrase, c'est comme si on m'avait dit Franck Ribéry est prix Nobel de littérature, quoi. Enfin, SAMU social... Pour information quand même, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, le SAMU social de Paris, c'est ça. C'est le 115, c'est des gens qui, 24 heures sur 24, répondent à des appels en urgence de personnes qui sont en train de crever dans la rue. C'est les maraudes, le soir, le jour. C'est le petit sourire qui fait que toutes ces personnes à qui on n'a peut-être pas donné, nous, 50 centimes dans la journée, c'est le petit sourire qu'on vient leur donner parce qu'il y a des équipes et il y a des bénévoles pour ça. C'est à peu près 450 personnes, le SAMU social de Paris. Je me disais en venant tout à l'heure que si soulager la culpabilité, ça donnait lieu à des fiscalisations, le SAMU social de Paris serait le premier collecteur d'Europe, très clairement. C'est aussi l'hébergement d'urgence, c'est de la restauration d'urgence. C'est des enfants, des femmes, des papas qui vivent dans la rue et qui, à un moment, sous la pluie, voient un camion arriver, ce camion les emmène dans un lieu, un hôtel, peu importe, pour les héberger, simplement pour les mettre à l'abri. Il n'y a pas de besoin plus primaire que celui de survivre. Et c'est ça ce que fait le SAMU social de Paris. Et ça, vous voulez qu'on le mélange avec ça.
Le Bitcoin, pour ceux qui ne sont pas bien informés, c'est un truc créé par une personne dont on ne sait pas qui elle est. Satoshi Nakamoto, c'est un pseudo. Ce n'est pas une vraie personne. Donc on ne sait pas qui a créé le Bitcoin. C'est une crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas non plus ce que c'est. Mais surtout, c'est une crypto-monnaie qui permet de faire des transactions en peer-to-peer, de compte à compte, directement, sans médiateur, sur un espace complètement sécurisé parce qu'il y a une technologie de blockchain derrière. Et là, vous vous dites, putain, ça va être chiant. Et ça, vous voulez me faire croire que ça et le SAMU social de Paris, ça va ensemble? Vous m'auriez dit Polytechnique, une grande école d'ingé, un laboratoire d'informatique dans une université, ou mieux même, Toulouse School of Economics. Ok. Je t'en prie, Joël, tu me la redras. Mais pas le SAMU social de Paris. Donc la première leçon de fundraising que sincèrement j'ai pris en pleine poire en ouvrant mon téléphone, c'est celle-là. Ce qui paraissait même pas concevable, ça vient pourtant de se réaliser. La deuxième leçon, elle est liée au fait que ça fait des années qu'on nous en parle. Vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas au courant, qu'il y avait plein de fric dans le Bitcoin. Tout le monde en parle. Vous avez depuis un mois la une de je ne sais combien de magazines sur le Bitcoin et la révolution de la blockchain et toutes les crypto-monnaies. On sait qu'il y en a. On sait qu'il y a de l'argent. On sait donc qu'il y a de potentiels donateurs. On sait même qu'il y a des premiers milliardaires en Bitcoin. Et alors, vous faites quoi? Moi, je fais quoi? Rien. Pourtant, les opportunités, elles sont là. Alors, si les opportunités, c'est un truc aussi facile à faire qu'à saisir, on aurait qu'à tendre la main et puis ça tomberait. Sauf que ça ne tombe pas. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. Le SAMU social de Paris n'avait pas projeté de faire un appel à dons en Bitcoin. En réalité, c'est un donateur qui a appelé, qui a dit « C'est dommage qu'on ne puisse pas vous donner des Bitcoins ». En toute modestie, je ne sais pas ce que vous auriez fait, mais moi, j'aurais contenu un léger rire et j'aurais dit « Ouais, super idée, mais c'est vrai, on n'a pas pensé, mais on va le faire ». Et j'aurais écourté la discussion parce que j'ai quand même autre chose à faire. Ouais, c'est-à-dire que l'opportunité, elle est là, mais il ne s'agit pas de la saisir, il s'agit de la créer. Parce qu'à un moment, il faut décider que c'est une opportunité. Sinon, c'est juste du vent. Puis la troisième leçon que j'ai tirée de cette magnifique expérience du SAMU social, c'est que ce n'est pas le tout d'avoir une idée. Parce que cette idée-là, elle était géniale, effectivement. Pourquoi ne pas faire le premier appel à dons en Bitcoin en France? Super idée. Mais des super idées, on en a plein et on nous en donne plein et on en a plein dans les journaux. Vous avez telle personne qui vient de faire fortune, qui est dans votre région, vous dites tiens, je pourrais aller le solliciter. Votre président d'université qui dit mais j'ai un bon contact avec un ami qui connaît quelqu'un dont la fille peut-être pourrait nous mettre en relation avec un artiste qui peut-être pourrait vendre des tableaux pour nous. Ok, c'est une opportunité. La différence entre une bonne idée et ce que le SAMU social de Paris a fait, c'est qu'eux, ils l'ont fait. Et qu'une bonne idée, c'est bien. Et même quand on décide que c'est une vraie bonne idée, il faut juste aller au bout. Et aller au bout, ça veut dire qu'on ne considère pas qu'une bonne idée, elle est simplement nécessaire. Il faut qu'elle... pardon, elle n'est pas simplement nécessaire, oui. Il faut aller jusqu'au bout. Ça ne suffit pas d'avoir une bonne idée. Il faut avoir un peu de courage qui va avec. Alors, pour terminer, je voudrais simplement vous donner ce petit message-là. Quand vendredi ou lundi, vous allez retourner au Turbin et que vous avez quelqu'un dans le conseil d'administration ou dans votre comité de campagne qui va vous dire « Ce serait quand même bien qu'on ait un patron du CAC 40 dans notre comité de campagne. Parce que bon, nous, on est loin des centres de décision. Ça aiderait. » Super idée, Robert. Je n'avais pas pensé. Ou ce serait bien d'avoir des artistes. Et puis peut-être qu'on pourrait augmenter un peu les objectifs et faire plus 30%. Par contre, on n'a pas plus de moyens, mais c'est pas grave, on va être inventif. Je suis sûr qu'il y a des opportunités. Donc, quand lundi soir, vous rentrerez chez vous, le moral dans les chaussettes, en vous disant « faut que je fasse tout ça », c'est juste inconcevable. Ces gens-là ne savent pas de quoi ils parlent et ils sont gentils avec les opportunités, mais moi, mon agenda, il est plein. Quand vous serez vraiment tout au fond, repensez juste à cette phrase-là. Le SAMU social de Paris, lui, il a lancé un appel à dons en Bitcoin. Le SAMU social de Paris a lancé un appel à dons en Bitcoin. Le SAMU social de Paris a lancé un don en Bitcoin. Merci. Ah, super pouvoir. Oh là là. Un super fundraiser. Sidéré. Alors là, on en a une autre qui a des super pouvoirs. Ah oui, hein, Elle effectivement. s'appelle Céline. Elle s'appelle Céline. Céline Borel.
tout à fait. Et Céline, moi, je la suis sur Facebook et elle a plein de talents, Céline. Céline, elle tricote, elle coud, elle crée plein de choses avec ses mains. Elle est très créative et très, très, très patiente. D'ailleurs, moi, j'étais tellement admirative que, comme j'ai vu en plus que c'était tendance, je me suis lancée dans le crochet. Merci, Céline. Oh. Et en fait, son talent, c'est vraiment qu'elle lâche jamais. Elle va au bout des choses. Elle aime que ce soit parfait. Oui, c'est une vraie fundraiser. Une vraie fundraiser. Ouais. Mais tu sais qu'elle est voyageuse à ses temps perdus. Hein, parce qu'elle est partie aux États-Unis pendant 10 ans, où elle a travaillé à l'université Carnegie Mellon, si je le prononce bien cette fois-ci. Oui, juste derrière. Elle a rejoint aussi l'université Pierre et Marie Curie. Elle a travaillé aussi à l'école polytechnique. Et aujourd'hui, elle est responsable de la taxe d'apprentissage à l'école de management de Grenoble. Et on va encore voyager avec elle. Céline. Hello everybody, how are you? Salut, hi. Donc, moi, cet été, je pars en Écosse. Il y a la conférence de CASE à Édimbourg. Donc, avant la conférence, je vais me faire un petit road trip. Et je vais aller à Dunfermline. Dunfermline, c'est le village de naissance. Quelqu'un sait ce que c'est? Non. C'est le village de naissance d'Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, il a créé une université qui s'appelle Carnegie Mellon à Pittsburgh. Il est arrivé aux États-Unis, immigrant, pauvre, jeune, et il a fait fortune. Et il voulait un endroit pour former ses ingénieurs, ses ouvriers qui travaillaient dans ses usines. Il voulait pouvoir leur apprendre de nouvelles technologies, etc. Donc, il a créé une université. Donc, il y a un fort héritage écossais à Carnegie Mellon. Et le programme dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle Loyal Scot. Le film que vous venez de voir, c'est un film qui a été fait lors du Commencement 2008, le jour où j'ai quitté l'université. Donc, ça fait 10 ans que je suis partie. Et j'avais plaisir à vous parler de ce programme parce que c'est une des choses merveilleuses que j'ai appris là-bas. Carnegie Mellon, ça a vraiment changé ma vie personnelle et professionnelle. Je ne serais pas là aujourd'hui si je n'étais pas passée par cette université. En 2008-2009, l'université sortait de la phase silencieuse d'une campagne majeure. Je ne dirai pas le montant parce que ça va nous énerver. L'une des grosses problématiques pour l'équipe de campagne, dans l'équipe d'advancement, c'était les alumni. À cette époque, il y avait 23% de la population alumni qui participait à la collecte, fonds annuel, grand donateur. Et ces alumni, il fallait en trouver plus, il fallait les sensibiliser mieux, etc. Donc, ils ont créé ce programme, Loyal Scot. Il y avait des programmes déjà pour les très grands donateurs, pour les donateurs fidèles, pour les middle donors. Mais il n'y avait rien qui fédérait vraiment tout ce qui fait notre métier et qui fait la difficulté parfois de nos métiers aujourd'hui. On veut des alumni qui soient impliqués dans la vie de leur université, de leur école. On veut qu'ils soient bénévoles. On veut qu'ils viennent aux événements qu'on organise loin de chez eux. Il y avait un programme d'Alumni Awards. On voulait que les alumni donnent des noms, soumettent des noms pour ces awards. On veut qu'ils soient donateurs, bien sûr. Et on veut qu'ils soient connectés. On veut connaître leur adresse email à jour. On veut connaître leur adresse postale quand ils déménagent. Et on veut qu'ils soient fiers de leur école, de leur université. On veut qu'ils en parlent autour d'eux. Et donc, ce programme fédérait tout ça et fédérait également, ce que je trouve très intéressant, toutes les différentes équipes de ces techniques d'advancement. Le Connect, donc ça, c'était tout l'aspect base de données, donc c'était en lien avec les équipes data. Engaged, l'alumni impliqué, donc forcément, là, c'était les équipes Alumni Relations qui s'impliquaient là-dedans. Donateur, forcément l'équipe de fundraising. Et Brag, la fierté, crâner un petit peu parce qu'on a été à Carnegie Mellon. Là, c'était l'équipe marketing communication qui était impliquée. Et donc, les donateurs pouvaient s'inscrire sur le site web.
Ils déclaraient eux-mêmes, c'était du self-déclaratif, qu'ils rentraient bien dans toutes ces cases. Et donc, ils rentraient dans ce programme de reconnaissance qui s'appelle Loyal Scout. Ils avaient accès à des événements particuliers lors de Homecoming et des réunions week-ends. Ils avaient accès aussi, ils avaient droit à des petits gadgets, des t-shirts, des porte-clés, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, il y avait un autre petit truc qui m'a bien plu dans ce programme au niveau de la fierté, du brag. Ils ont créé une petite plateforme web qui s'appelait le Little Brag Book of Big Ideas, ou alors dans un autre sens pour les mots, je ne sais plus. En gros, c'était de pouvoir présenter et collecter des petites idées ou des grandes idées qui ont fait Carnegie Mellon, de façon à ce que les gens puissent aussi en parler autour d'eux. Le smiley est né à Carnegie Mellon, le CAPTCHA est né à Carnegie Mellon, Andy Warhol est un ancien de Carnegie Mellon, Ted Dawson, qui joue dans une série actuelle qui s'appelle The Good Place, mais il a fait Cheers aussi, etc., est un ancien de Carnegie Mellon. Il y a énormément de petites choses, ou grandes, dont on peut parler. Et moi, ce que j'aime bien avec ça, c'est que ça permet un peu de boucler la boucle de ce cercle vertueux du fundraising, de l'engagement alumni, de la relation alumni. Les alumni, en étant fiers, en parlant autour d'eux, de leur université, en allant à la rencontre de lycéens, et de lycéens super, de futurs leaders, pour les encourager à aller à Carnegie Mellon, eh ben, ils vont faire venir de futurs alumni qui, à leur tour, vont encourager de futurs super étudiants à rejoindre l'université, qui vont devenir de super alumni, qui accueilleront de nouveaux étudiants géniaux et de nouveaux alumni, etc., etc., etc. Voilà. Merci. Bye bye. Ah, quelle fête des voisins, hein. Ah. Ça s'amuse bien, hein. Il y a du beau monde. Encore hein. une super voisine. Oh, là là. Oh, puis alors, Samir, quel homme, Samir. Il gagne à être connu, hein. Franchement, moi je vous le dis, il fait de la musique avec ses petits doigts, il produit, et son pouvoir, vous l'avez deviné, c'est sa créativité. Oui, oui, c'est un pouvoir de fundraiser, il paraît. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Et le plus dingue, c'est que dès la naissance, il l'a utilisé. Tu sais ce qu'il a fait? Il a créé un jumeau. Ah oui, oui, son jumeau, il s'appelle Didi d'ailleurs. Ah, c'est pas vrai. Et en fait, c'est pas tout parce que Samir, il est fundraiser depuis 8 ans. Aujourd'hui, il est à l'EM Strasbourg. Il s'occupe des partenariats. Il est passé aussi à l'ESCP Europe, à l'université Pierre et Marie Curie. Mais il a plein de talents et entre autres, il fait de la musique avec son frère. Et il a même participé à l'émission X Factor UK. Et il était dans les 8 premiers groupes finalistes en compétition avec One Direction quand même. Quand même. Et il est là avec nous. Il est là, Samir. Bonjour tout le monde. Alors, je souhaite partager avec vous une action de fundraising qui est assez inspirante, en tout cas qui m'a beaucoup inspiré et qui est aussi assez funny. Voilà, parce que je me suis dit qu'on va passer un funny moment ensemble. Alors, je vais essayer de vous démontrer une chose, deux choses plutôt. La première, c'est qu'on peut faire du fundraising avec des choses très très simples et pas du tout coûteuses. Et la deuxième, c'est qu'on peut aussi toucher des jeunes. On peut toucher des jeunes qui sont de plus en plus sensibles au fundraising en parlant avec leur langage et en s'intéressant à des phénomènes viraux. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Water Bottle Flipping Challenge. Est-ce que ça vous parle? Il y en a à qui donc ça parle? Super. Donc, alors, à ceux à qui ça ne parle pas, je vous explique. Il faut prendre une bouteille, voilà. On a une bouteille d'eau, comme ça. De préférence, il faut qu'elle soit remplie, faut qu'il y ait un tiers de liquide dans cette bouteille d'eau. On prend le col de cette bouteille, on lance la bouteille comme ça. Ah, mince. Et logiquement, normalement, elle doit faire un tour dans l'air, et ensuite, elle doit tomber à la verticale comme ça. Et si elle tombe à la verticale comme ça, c'est one point, c'est one flip. Donc voilà, ça a été viral. Alors, d'où c'est venu? Alors, il y en a qui disent que ça vient de l'Écosse. En fait, en Écosse, dans le XXe siècle, il y avait des superstitions. Des personnes disaient que, en fait, si la bouteille à table est allongée, ça porte malheur. Il faut qu'elle soit vraiment à la verticale, posée à la verticale, car elle permet d'avoir une espérance de vie plus longue. Et puis, ça arrangeait les personnes qui buvaient beaucoup d'alcool aussi. Faut dire ce qui est. Et plus récemment, en 2016, il y a ce jeune homme.
Mike Senator, qui a vraiment révolutionné le web, qui a fait sa vidéo Bottle Flip Challenge. Il a lancé sa bouteille et puis là, il a fait 8 millions de vues sur Internet. Et sa bouteille a été mise aux enchères sur eBay et elle a atteint les 12 000 euros. Voilà, donc on passe de ça à 12 000 euros. Hein. Donc voilà. Donc moi, j'en veux bien des comme ça. Et donc ça, c'est pour un peu d'histoire par rapport à cela. Et ce Mike Senatore, il a été invité chez Ellen DeGeneres. Il a inspiré également d'autres vedettes qui ont fait, donc, tels que Liam Payne de One Direction, et plus encore Anne-Marie, Craig David. Mais aussi, le phénomène est venu en France et notre président Emmanuel Macron a tenté l'expérience. Alors, à votre avis, au bout du premier essai, deuxième essai, troisième essai, c'est ce qu'on va voir. Donc, si on remet la vidéo, on voit que c'est le deuxième essai. Donc ça fait le tour de la toile, mais pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait, il y en a il y a des personnes, des associations, des organisations qui se sont intéressées à ce phénomène et qui s'en sont servis pour faire du fundraising. Voilà, juste avec une bouteille d'eau. Notamment, on en a parlé sur la Foundation for Economic Education, on a parlé. Mais moi, je vais surtout faire un focus sur cette jeune fille qui a 9 ans et qui s'appelle Annabella Bobinski. On l'appelle Bella au New Jersey. Et elle est atteinte du cancer. En fait, elle a un cancer. Et puis, ses amis ont décidé de créer une Bottle Flip Challenge et de collecter des fonds. Donc, ils payaient 2 €. Chaque enfant payait 2 €. Et ils avaient leur bouteille. Et les 2 € permettaient de collecter des fonds et de payer des soins à cette jeune fille. Ça a fait le buzz. Les enseignants s'y sont mis. Les parents s'y sont mis. Et puis également, la ville s'y est mise. Donc, ça a fait vraiment un buzz. Et aujourd'hui, il y a donc une démarche de crowdfunding qui a été lancée sur GoFundMe. Voilà, donc je vous invite à aller regarder. Et moi, pourquoi ça m'inspire aussi? C'est parce que dans notre école, à l'EM Strasbourg, on a une chaire développement durable. La bouteille d'eau, c'est le plastique, traitement des eaux, tout ça, ça colle bien avec le développement durable. Pourquoi pas lancer ce type d'initiative et sensibiliser les jeunes au plus jeune âge, vraiment au fundraising. Vous avez peut-être entendu parler d'autres challenges aussi, tels que le Ice Bucket Challenge. On se verse un seau d'eau sur soi-même ou c'est quelqu'un qui nous le verse et on donne le défi à Yael par exemple, de se reverser, de faire la même chose et de se filmer et de mettre ça sur Internet. Ce petit challenge, Ice Bucket Challenge, a permis d'avoir quand même de collecter plus de 100 millions de dollars. Il y a également le Harlem Shake. On met une petite musique, pendant 20 secondes, on fait les fous. Ça parle bien aux jeunes. Et puis ensuite, on a l'EM Strasbourg, par exemple, on s'est prêté au Mannequin Challenge. Mais là, j'ai trop parlé. Et là, j'ai envie de vous faire participer et j'ai envie qu'on tente ensemble le Bottle Flip Challenge. J'ai besoin de 2 volontaires. Une fille et un garçon. Super, Isabelle. Pour de la mixité, ça serait bien un homme. Ok. Quelqu'un en bout? Monsieur, peut-être? Vous voulez? Je vous en prie. Et la jeune fille qui est derrière? Oui, je vous en prie. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, je vous invite à vous placer derrière les 2 tables. Voilà. Donc, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est qu'avec rien, on peut faire vraiment du fundraising. Et la simplicité, c'est quelque chose d'important dans la vie. Il y a 2 citations que j'aimerais partager avec vous. L'extraordinaire nous attire un instant, la simplicité nous retient plus longtemps, parce que c'est en elle seule que réside l'essentiel. Et ma deuxième citation, c'est la simplicité est le secret de la réussite. Bon. Alors maintenant, notre défi. Donc c'est Alain et Saïda. Alors, je vous rassure, regardez, une petite enfant il y arrive, hein, donc vous allez pouvoir y arriver. Hein. Regardez. OK?
Allez. C'est parti, c'est à vous. On les encourage. Hein. Allez. C'est à vous. Allez. Voilà. Non. Faut la lancer. Non, 0-0 pour l'instant. Non. Ah, presque, attention. Il vous reste 14 secondes. Bravo. Bon. Bravo. Bon, merci beaucoup. Bravo. Hein. Pardon, on a loupé. Voilà. À bientôt. Ah, que de talents réunis. Hein. Quelle émotion. Que de talents réunis parmi nous. La zapette de Ibitote. Et maintenant, C'est à toi. alors Camille, hein, Camille, eh ben, elle aime le froid, elle aime l'aventure. Très tôt, elle est partie toute seule voyager en Russie. Rencontre. Elle était jeune, je crois, d'ailleurs. Elle était très jeune. Elle avait 16 ans. Oh là 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 là. Une belle aventure. Ben, apparemment, c'est une globe-trotteuse. Hein. Mais bon, elle aime voyager, elle a beaucoup travaillé dans le secteur culturel, puis l'enseignement, à l'ESSEC notamment. Elle a fait un petit tour à l'agence Excel, qui ne s'appelle plus Excel, comme tout le monde le sait aujourd'hui. Elle travaille à la Cité U hein, de Paris. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait, hein, Camille ? Eh bien, elle est responsable du développement France de la fondation EPIC, mais ça depuis quelques jours, et on va encore avoir froid. Camille, on t'attend. Ouais, du coup, moi, je... Merci. Du coup, moi, je vais vous parler de Russie, évidemment. Et donc, depuis la semaine dernière, vous imaginez bien que j'ai besoin de ce manteau en fourrure, parce qu'il fait froid. Et donc, en fait, en traversant le plus grand pays du monde dans le transsibérien, j'ai fait ça il y a quelques temps, mais j'ai décidé de m'arrêter de temps en temps pour rendre visite à des amis. Et donc, je ne les avais pas vus depuis très, très longtemps. Donc, bien sûr, la première question qu'ils m'ont posée, c'est « Mais alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Я занимаюсь fundraisingом. Jusque-là, tout allait très bien. Fundraising, c'est pas très dur à dire, ça ressemble beaucoup. Mais j'avais vraiment cherché du vocabulaire, un peu regardé dans le dictionnaire pour expliquer ce que c'était que le fundraising, ce que je faisais au quotidien et pourquoi j'aimais ça. Parce qu'en général, je ne sais pas vous, mais moi, quand je dis que je fais du fundraising à Paris, j'ai souvent droit à des mines un peu dubitatives. Bon. Donc, j'étais super prête. Seulement, surprise, non seulement fundraising, c'était pas très dur à dire, mais surtout, tout le monde savait ce que c'était et ils étaient hyper impressionnés. Ah ouais, tu fais du fundraising, toi. Tellement impressionnée que j'avais vraiment l'impression d'être un super-héros. J'avais tellement l'impression d'être un super-héros que j'ai quand même fini par me poser des questions et à regarder d'un peu plus près ce que c'est que de faire du fundraising en Russie. Alors imaginez un monde qui sort à peine du communisme, donc d'une période où l'idée même de philanthropie privée était inconcevable, où il n'y a absolument aucune tradition du don, où seulement 25% des Russes donnent à des ONG contre 58% des Français. Imaginez un monde où le salaire moyen est d'environ 500 € par mois, donc le don annuel moyen est de 29 €. Un monde qui a connu énormément de banditisme à l'époque de la libéralisation de l'économie, dont de nombreux scandales de fausses ONG, qui collectaient des dons, bien sûr, donc entraînant un problème de confiance. Et enfin, imaginez un monde où non seulement le donateur ne défiscalise pas, mais où en plus il paye une taxe sur son don. Voilà. Donc, imaginez être un fundraiser dans ce monde-là et attendez le coup de grâce. Donc, il arrive en 2012, quand le Parlement russe vote sa fameuse loi sur les agents étrangers. Fameuse peut-être pas, mais donc c'est une loi qui propose, qui oblige les ONG qui bénéficient de financement étranger et qui ont une activité politique, et à peu près tout évidemment peut être considéré comme politique, à s'enregistrer dans un registre en tant qu'agent étranger. Et donc il faut bien imaginer que les termes agents étrangers sont hérités de l'époque soviétique et donc d'une période où on avait beaucoup d'espions, d'ennemis de la Russie un peu partout. Donc c'est vraiment très très péjoratif dans l'esprit de l'immense majorité des Russes. Donc évidemment, quand on devient un agent étranger, c'est pas du tout possible de gagner la confiance des donateurs, donc de collecter des dons. Et il n'y a plus aucune entreprise qui veut associer son image à la vôtre. Donc voilà, imaginez être un fundraiser dans ce monde-là
et demandez-vous ce que vous auriez fait. Donc il y a énormément d'ONG très reconnues, très établies, qui ont tout simplement mis la clé sous la porte. Mais en 2012, il y a un homme qui a une idée absolument extraordinaire, une idée que j'aurais aimé avoir. Et cet homme, c'est lui, Igor Chestin. Donc, bon, je vais enlever mon manteau en fourrure parce que j'ai très très chaud. et parce que même si c'est du synthétique, Igor Chestin, c'est le directeur du WWF en Russie. Et Igor, donc, en 2012, il ne se laisse pas du tout abattre. Au contraire, il prend la parole publiquement et il dit ça. Il dit « Je vais essayer de faire en sorte que le terme agent étranger devienne un signe de qualité. Nous ne sommes pas des escrocs ou des voleurs, nous sommes des agents étrangers. Et donc, nous ne prenons pas de pot de vin ni de dessous de table et nous ne pillons pas le budget de l'État. Vous pouvez avoir confiance en nous. » Et c'est l'image que nous allons créer à travers le pays. Nous allons montrer aux Russes que des centaines de milliers de gens soutiennent notre organisation à travers le monde. Je pense que si nous agissons de cette manière, le terme agent étranger va finir par sonner comme Dior sonnait en comparaison aux marques soviétiques. Bien joué, hein. Donc Igor, en 2012, il se dit ça, il se dit ok, on n'est pas le WWF, on est le WWF. Donc on sera toujours une organisation étrangère, on sera toujours vu comme ça. Mais nous, on va faire en sorte que ça devienne un atout pour augmenter la notoriété du WWF en Russie et donc le pourcentage de dons issus de la générosité privée russe. Pour être Dior, il faut d'abord des compétences. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre en place, il va vraiment relever ce défi dans un plan quinquennal, son plan 2013-2017. Et la première chose qu'il va faire, c'est de recruter une équipe. Donc, une équipe de jeunes diplômés d'école de commerce qui ont une première expérience en entreprise privée. Et donc, c'est avec une équipe au background commercial qui va vraiment révolutionner la stratégie du WWF en Russie. D'abord, il change le message. Donc, la signature, vous le voyez bien, c'est le monde entier en faveur d'une seule et même planète. Donc, c'est une affirmation de l'identité internationale. Et ensuite, le message va vraiment se confirmer jusqu'à la dernière campagne. Donc, tout le monde est fier de notre nature, mais seulement 1% des Russes aident à la sauver. Avec des stars russes qui ont une notoriété internationale, en tout cas une image internationale. Ensuite, il va changer la cible. Donc, maintenant, ça va être les 25-34 ans. Pourquoi ? Parce que c'est des jeunes. Donc, les termes d'agents étrangers ont moins de sens. Souvent, ils ont fait leurs études à l'étranger, donc ils ont un attrait pour les marques occidentales, une conscience écologique et des revenus supérieurs à la moyenne. Avec son équipe, il va mettre en place une stratégie digitale qui est extrêmement performante. Donc un site internet qui vient de gagner beaucoup de prix, beaucoup de happenings sur les réseaux sociaux, notamment, ça c'est un concert live sur Front Tactile, Facebook russe. On a une page d'erreur sur Adna Klasniki, qui est le copain d'avant russe. Un homepage sur Yandex, le Google russe, donc où vous pouvez faire un test pour savoir à quelle activité écologique vous ressemblez le plus. Beaucoup de partenariats entreprises avec les plus grandes entreprises. Là, c'est Alpha Bank, la première banque privée russe. Ils font du branding sur leur carte, ils habillent leur bande de retrait, ils proposent du don sur transaction, tout. Ensuite, il y a énormément de choses, mais j'ai que 7 minutes. Et je voudrais vraiment vous montrer toutes leurs actions parce qu'elles sont absolument remarquables. Mais je vais vous parler des résultats. Donc, pêle-mêle, on a par exemple plus de 700% de followers, plus 4500% de dons en ligne, plus 250% d'adresses mail collectées, tout ça en moins de 5 ans. Et si on regarde les rapports annuels entre 2013 et 2017, on a une augmentation de entre 10 et 40% du nombre de bénévoles, du nombre d'entreprises partenaires, du nombre de dons, bien sûr. Voilà. Donc, tout ce que je vous souhaite, et tout ce que je me souhaite aussi, c'est d'arriver à transformer toutes les menaces en opportunités, juste comme Igor. Voilà. Eh bien, dis donc. On a eu un peu froid. Ouais. Alors, on va se réchauffer un peu avec Joël. Non, alors, Léa. il coupe. Ah, pardon, c'est... Non, c'est pas Léa, Joël, oui. c'est Léa. C'est Léa, et c'est à ton Léa. tour. Joël, c'est pour la fin. Et Léa, c'est encore une super héroïne, pleine de talent, une femme complète, sportive, elle fait de l'aviron, cultivée, elle peint à ses heures perdues, elle s'est mise au piano aussi. Je ne sais pas comment font toutes ces femmes pour avoir tout ce temps, mon Dieu. Et elle a aussi une activité professionnelle intense. Alors oui, bon, mais à part sportive créative, vous l'avez bien compris, en plus elle est musicienne de dimanche, c'est quand même important de le préciser. Elle a travaillé dans les secteurs culturels, elle a rejoint récemment, en 2009, donc c'est absolument pas récemment, ça prouve que je suis ce que je dis, hein. Donc elle a rejoint HEC en 2009, au moment où justement il venait de lancer la première campagne de levée de fonds. Donc elle est arrivée en bon moment et elle va aussi être très pétillante et nous parler de plein de belles choses. Léa ? Super. Alors moi je voulais introduire en racontant une petite histoire
mes années passées. Et il y a quelque chose qu'on a oublié de dire, accessoirement. Oui, j'ai ramé dans mes années, il y a quelques années. Ah oui. J'ai commencé par faire du canoë-kayak. Et je raconte juste cette anecdote en introduction. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait du canoë-kayak pour remonter le courant. Ça donne un peu ça. Enfin, il faudrait que je pose le micro pour que ça fasse pas. Mais quand on regarde un canoë-kayak qui remonte le courant, ça fait vraiment ça. Et c'est très, très dur de remonter le courant comme ça en ramant. Et un jour, je me souviens, je ramais. Donc à l'époque, c'était sur la Loire, à contre-courant. Et je vois passer à côté de moi un aviron avec plusieurs rameurs synchronisés. C'était harmonieux, ça avançait vite. Et ils avaient l'air de beaucoup moins souffrir que moi toute seule sur mon kayak. Donc je me suis dit, ok, septembre prochain, je m'inscris à l'aviron. C'est terminé le canoë-kayak. Et cette image, je l'ai ressentie assez récemment face à une problématique que vous avez peut-être aussi dans vos structures, qui est la mise en place de dons collectifs, de class gift, de dons de promo, etc. Alors quand je dis soit tout seul, c'est soit tout seul le fundraiser, et puis ça peut être soit tout seul aussi sa structure de levée de fonds face au mammouth que peut être l'école, ou face à un partenaire, qui devrait être un partenaire, qu'est l'association. Voilà. Qui devrait animer le réseau, créer des événements, etc. Et c'est souvent, malheureusement, comme le fundraiser a besoin d'événements collectifs pour s'adosser, il faut qu'il crée ces événements quand ce n'est pas suffisamment bien animé. Donc j'ai fait un petit florilège là de ce qui se fait à HEC. Aujourd'hui, on arrive à monter des projets de levée de fonds sur des événements collectifs qu'on organise ou pas, mais qu'on essaie de booster. Donc il y a le Class Gift qui naît un peu partout maintenant, une tradition de générosité, de la promo qui est diplômée, et avant de partir, ils font un don symbolique à leur institution. Il y a des dons interpromos qu'on a fait aussi, avec 3 anniversaires de promo qui font un défi ensemble et qui essaient de se challenger pour dépasser l'objectif. Il y a des dons collectifs sur des clubs thématiques, typiquement HEC au féminin. Et oui, il y a des femmes à HEC que depuis 45 ans. Donc ils ont célébré ça, et à cette occasion, on a fait une levée de fonds pour une boursière. Et puis il y a des clubs régionaux qui financent parfois des bourses pour des personnes boursières en région. Donc ça, c'est des exemples, ça marche. Mais alors, il faut ramer, et je ne sais pas si vous expérimentez ça aussi dans vos structures, mais on se retrouve très très vite tous les week-ends avec nos alumni. Alors on les adore, on défend la cause, on trouve que c'est génial, on leur explique que leur école est vraiment super, mais passer tous les samedis soirs avec ces chers alumni, c'est un peu contraignant. Donc là m'est revenue cette image du canoë où je suis toute seule, où j'essaie d'expliquer que c'est génial en plein milieu de la soirée, sachant qu'ils sont tous un peu éméchés, et leur dire n'oubliez pas qu'on est là pour faire un don. Et m'est revenue voilà, cette histoire d'aviron majestueux, synchronisé, efficace, coordonné, performant. Et en regardant un petit peu ce qui se faisait ailleurs, j'ai trouvé, mais c'est un exemple que vous connaissez peut-être, d'universités nord-américaines qui font tout ça, et en France, à ma connaissance, donc vous me le direz si dans vos structures vous le faites, l'INSEAD le fait aussi, c'est une école internationale à Paris, mais dans les autres écoles ou universités, je n'ai pas entendu parler de cette idée qui pourtant est simple mais très lumineuse. C'est le Giving Day. Je vous mets juste la petite vidéo qui est un peu un teaser. Donc vous voyez, Columbia Université, bien sûr, comparé à nos structures, ce n'est pas tout à fait la même échelle. Ils ont 30 000 diplômés par an, si, pour les universités, mais les écoles, 30 000 diplômés, c'est 7 fois plus, par exemple, qu'à HEC. Ils ont un budget de 4 milliards d'euros par an. Nous, Fondation, je ne dis pas combien de moins, mais voilà. Mais en tout cas, cette idée du Giving Day, c'est assez intéressant. Donc je vous mets la petite vidéo en introduction. Bon, voilà, c'est sympa, parce qu'ils sont fiers de leur école, évidemment qu'ils le disent, et que là, on voit tous les acteurs, on voit les profs, on voit les élèves, on voit toute l'université. C'est évidemment un projet qui est porté directement par l'université, donc c'est unifié, le département de levée de fonds est impliqué, et puis ça a le mérite d'être une initiative qui, du coup, s'appuie sur des relais ambassadeurs.
Donc, ça veut dire les délégués des promos, ça veut dire les présidents de chapter. Columbia est présent dans le monde entier, ils ont des relais de l'université partout. Et donc, ça veut dire qu'évidemment, tout le monde est clairement impliqué et toutes les énergies convergent vers cette journée de levée de fonds unique. Donc là, en plus, c'est l'occasion de mettre en avant des causes qui sont bien identifiées, d'avoir un catalogue et de promouvoir les différents projets. Donc c'est clairement un projet qui booste la collecte. Là, le résultat, c'est 15 000 donateurs et 15 millions d'euros de dollars collectés sur cette journée unique. Encore une fois, c'est Columbia, mais on peut imaginer que faire converger toutes nos énergies sur une journée, ça fait pas mal rêver. Et après, toutes ces informations-là sont sur le site, vous pouvez les retrouver si ça vous intéresse, mais ils font énormément de choses, ils font encore une fois des challenges du coup par chapter partout dans le monde, ils ont des défis interpromos, ils ont des défis aussi par type de projet, donc ça permet vraiment d'aller s'immiscer dans tous les relais possibles au niveau de la levée de fonds et de mobiliser le réseau et de rappeler le sentiment de fierté d'appartenance à son institution, ce qui est quand même vachement bien. Évidemment, ils s'adossent sur les réseaux sociaux parce que c'est comme ça qu'ils arrivent à toucher le monde entier. Il y a plein d'initiatives, plein de vidéos, donc ça fait aussi un appel à créativité qui est vachement intéressant. Donc voilà, l'idée, elle est toute simple, mais à un moment où on se dit tous, développons les dons collectifs, les anniversaires de promo, les classes gift. La question, c'est peut-être de se dire comment on fait converger les énergies pour finalement tout faire sur une journée. Et ça, c'est un projet qui fédère les parties prenantes de l'écosystème et c'est copiloté, porté par les différentes entités. Donc, dans nos structures, on est souvent de nombreux acteurs à communiquer auprès des diplômés. Donc là, tout le monde est aligné. C'est un projet qui permet de mobiliser tous les alumni. Donc, il n'y a pas de guerre entre les différents collèges. Bon, quand c'est le cas, là, mais ça pourrait être toutes les différentes formations dans les écoles, même en région et à l'international. Il y a une présence qui est multicanale, qui rappelle aussi l'intérêt de différents projets. C'est une communication qui est puissante pour l'institution et la levée de fonds. C'est un booster pour les différents projets, évidemment. Et ça permet de mettre à l'honneur les donateurs et d'avoir une reconnaissance spécifique pour ce jour-là. Et quand j'avais trouvé qu'il y avait un sondage qui indiquait que les alumni, en général, étaient beaucoup plus sensibles à la communication qui était faite autour de ce jour précis et qu'ils avaient plutôt plus envie de donner sur ce Giving Day-là que le reste de l'année avec des communications uniques d'email ou de téléphonique ou de courrier. Voilà, merci à tous. Et je pourrais dire en conclusion qu'on réfléchit à HEC à mettre ça en place pour 2019 parce que c'est vraiment séduisant. Ah là là, quelle fête des voisins. Il y a une ambiance folle, hein, je trouve. Délirante. Même. Écoute, Élodie m'a parlé tout à l'heure de Joël. Alors, c'est un super fundraiser. Il court sur l'eau, la terre, dans l'espace, la mer. Enfin bref, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête jamais. Alors, sans être péjorative, c'est un teckel. Il lâche pas. Il est ambitieux, il est persévérant. Mais ce qui est amusant chez lui, c'est qu'il a un côté littéraire, qui est un petit peu antagoniste avec son côté très sportif. Mais ça lui va très bien. Alors moi, j'ai entendu dire que Joël, il est toulousain avant tout, mais qu'il adore Paris. Il adore Paris. Et il est coureur de fond. Et lui aussi, il fait de l'aviron. Il est directeur général des services de TSE, Toulouse School of Economics. Et il a été également pionnier du fundraising à la fondation Toulouse Business School. Et il adore fédérer les fundraisers aussi. Il fait ça très bien à Toulouse. Et il va partager avec nous quelque chose. Moi, c'est l'aviron bayonnais, mais pour d'autres raisons. Aujourd'hui, je suis donc un fundraiser, entre autres choses, mais en fait, c'est un peu un ratage, parce que ma vraie vocation, c'était d'être écrivain maudit. Vous savez, l'écrivain qui écrit, mais qui n'est jamais publié. Mais sauf que je n'avais pas les moyens d'être écrivain maudit, donc il a fallu que je travaille. Et donc, de fil en aiguille, je suis devenu fundraiser, mais j'ai toujours gardé un intérêt pour l'écrit, pour le mot, le verbe. Et si on reprend les bases du fundraising, les bases du fundraising, c'est envoyer un message à quelqu'un. Pendant longtemps, comme seul outil, on avait les mailings. Donc, on revient à cet écrit. Donc, même si on a vu tout à l'heure dans les présentations qu'il y avait beaucoup de technologies qui nous aident aujourd'hui, l'écrit, le message reste important. Et ce qui est important, on va le voir aussi, c'est la marque. Et dans ce que je vais vous dire aujourd'hui, il y a deux morales. La première morale, c'est que les mots ne parlent qu'à l'âme. La deuxième morale,
c'est que maîtriser l'algonquin ne présente aucun intérêt en fundraising. Problème de la marque, on le sait très bien, disposer d'une marque forte, c'est un atout considérable lorsqu'on fait du fundraising. Donc la marque est nécessaire pour le fundraising. Quand je travaille pour Oxford, ou pour Stanford, ou pour le Téléthon, avant même de commencer à parler à mon interlocuteur, il sait déjà de quoi on va parler. Il me connaît déjà, et j'ai déjà gagné une partie de sa confiance. Mais une marque, ça se construit avec du temps et de l'argent. J'imagine que dans cette salle, tout le monde connaît cette marque qui a été créée il y a déjà quelques années, une belle marque, mais avec les moyens dont on dispose dans l'enseignement supérieur. Est-ce que tout le monde connaît cette marque? Levez les doigts ceux qui connaissent. Donc on est à 2/3 qui connaissent cette marque. Donc c'est le nom de la fusion entre l'école de commerce de Bordeaux et celle de Marseille. Donc deux villes qui ont une grande tradition portuaire et qui ont trouvé une marque qui symbolise cette histoire portuaire, puisque cage, ça veut dire l'ancre, et qu'il y a une étoile qui signifie un petit peu ce que suivent les marins. Mais donc il faut de l'argent, et cage, comme d'autres écoles de commerce, n'ont pas beaucoup d'argent pour promouvoir cette marque. Est-ce que vous connaissez cette marque-ci? Donc ils ont beaucoup d'argent, mais elle a été créée il y a 15 jours. Donc vous ne la connaissez pas. Voilà, c'est le nouveau nom d'Areva. Donc Areva a beaucoup d'argent. Donc dans 6 mois, tout le monde connaîtra Orano. Aujourd'hui, faute de temps, vous ne connaissez pas Orano. Il faut du temps, il faut de l'argent. Est-ce que vous connaissez cette marque? Bon, ça c'est normal, parce qu'elle a été créée il n'y a pas longtemps et sans argent. C'est celle de mon association que je préside par ailleurs, de service à la personne. Donc personne ne connaît. Et donc le fundraising est aidé par la marque. Et moi, mon rêve, ce serait de savoir si parfois le fundraising ne peut pas créer la marque. Et dans ce cas-là, la boucle est quasiment bouclée. Parce qu'imaginez, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle, ce qu'il s'agit de dire quand vous dites « je vais vous parler de l'ENSCBPB », École de chimie de Bordeaux, ou de l'ESDL, École de design des Landes, ou de l'ENSBANA, École d'agro et d'alimentaire de Dijon, ou de la The College of the Great and General Court of the Governor and Company of the Massachusetts Bay in New England. Vous passez déjà un peu de temps à expliquer. Donc on va faire un voyage dans le temps. On est en 1631. On est en Amérique du Nord, qui est encore une colonie britannique. Et on va s'intéresser à John Eliot, qui est un presbytérien, prêtre, enseignant, qui est envoyé sur ces terres algonquines pour convertir ces braves Indiens au catholicisme, enfin en tout cas à la chrétienté. Et donc il a une idée, ce brave John Eliot, c'est de rédiger, de traduire la Bible en algonquin. Première fois qu'on traduit la Bible dans une langue autochtone du continent américain. Donc publication en 1663, donc forcément un homme érudit, qui maîtrise, qui est intelligent, qui a compris un certain nombre de stratégies à mener, et qui crée d'ailleurs un collège dans la ville de Roxbury, le collège Roxbury Latin School, mais qui a une idée de dire qu'il faudrait quand même que dans cette zone-là, dans ce qui va devenir Boston quelques années plus tard, on crée un collège, un vrai collège ambitieux, et qui pourrait être le premier collège important britannique sur la côte américaine. Et il se dit qu'il faut de l'argent pour ça. Donc, je vais chercher un mécène. Et il se souvient qu'il a fait un collège et qu'il a, quand il était jeune en Angleterre, et qu'il se souvient d'un gars qui avait de l'argent. Donc il écrit à ce gars-là. Il ne le connaît pas vraiment, mais il lui écrit une lettre très empoulée. Donc en plus, c'est du vieil anglais. Mais en gros, je vous le traduis rapidement, les principales phrases. Il dit « Je vous supplie de me laisser faire une requête pour l'avancement de l'enseignement. » Il lui dit « Dieu vous a accordé une bénédiction complète. Donc donnez-nous un peu d'argent, s'il vous plaît. Vous pourriez nous donner 500 livres, mais 400 ou 300, ça irait aussi. Et pour reconnaissance éternelle, votre nom sera associé à jamais à votre don. » Donc un style léger, pas du tout empoulé. Et qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas.
le Britannique reçoit cette lettre d'un gars qu'il ne connaît à peine, ne connaît pas vraiment le projet, il n'a pas forcément d'envie de gloire personnelle, donc zéro réponse. Quelques années plus tard, un autre homme d'église, également installé à Boston, Nathaniel Eaton, est enseignant dans un collège, a ce même projet, on est quelques années plus tard, de créer un collège à Boston. Et là, il se dit, mais je vais en parler à mon vieil ami John Harvard, qui est un vrai ami. J'ai fait mes études avec lui à Cambridge, mais Cambridge, Angleterre. Il vient de s'installer à Boston. Je l'ai associé depuis quelques années à ce que je faisais dans l'enseignement, à ma vision de l'enseignement que j'avais, la mission qu'on avait en tant qu'enseignant. Et donc, je vais lui dire, est-ce que tu ne pourrais pas m'aider financièrement? Et ça marche, puisque lorsque John Harvard décède, en 1638, de la tuberculose, il lègue à ce projet de collège 800 pounds. Donc j'ai fait travailler des économistes à TSE qui m'ont dit que selon les taux d'actualisation, ça vaudrait aujourd'hui entre 30 et 60 millions d'euros. D'accord ? Donc il lègue 800 pounds, il lègue la moitié de son patrimoine et environ 400 livres qui seront la base de la première bibliothèque de Harvard. Pourquoi il a donné? Il a donné parce qu'il y avait déjà une relation de long terme avec le solliciteur. Il y avait une proximité géographique. Harvard était installé à Boston depuis 1637. Il y avait un intérêt pour le travail que faisait Eaton. Et il y avait une vision partagée par rapport à ce à quoi allait servir l'argent. Et donc, je reviens sur les deux morales de l'histoire. Première morale, les mots ne parlent qu'à l'âme. On a d'un côté Eliot qui a flatté l'ego de Sir Simon Daves et n'a obtenu que mépris en retour. Et on a Eaton qui a parlé au cœur et à l'âme de John Harvard et a obtenu un legs en retour. Deuxième morale, quand je vous disais que maîtriser l'algonquin ne présente aucun intérêt en fundraising, Eliot a su apprendre l'algonquin, c'est un sacré job, un sacré métier, un sacré défi, pour convertir des Indiens à l'Église. Par contre, visiblement, il ne maîtrisait pas suffisamment l'anglais pour convertir un homme d'Église. Et donc, effectivement, j'aurais voulu avoir cette idée-là, comme Nathaniel Eaton. J'aurais aimé convaincre par mes actions un ami fortuné de s'intéresser à ma cause. J'aurais aimé trouver les mots pour transformer son intérêt en engagement. Et j'aurais aimé matérialiser cet engagement par une marque que vous avez là, qui deviendra une des plus puissantes du monde de l'université de la recherche. Donc, dans le cas de Harvard, le fundraising très artisanal a contribué à créer la marque la plus puissante du monde dans le monde de l'enseignement supérieur. J'aurais aimé d'être M. Eaton. Merci. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que ces super fundraisers méritent un énorme applaudissement. Et je vais les inviter, tous les 6, à revenir parmi nous, vous saluer. Ils nous ont inspirés, ils ont partagé, ils ont été créatifs. Tout à fait. Formidable même. Tenaces. Persévérants. Persévérants. Partage, bienveillant. Et vous pourriez tous ici être sur scène parce que vous avez certainement des choses à partager. Bravo, 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 bravo.